Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir Hubert Védrine. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin ce soir pour évoquer cette nouvelle ère, selon l'expression d'Emmanuel Macron, dans laquelle nous sommes entrés. La menace russe, le désengagement de Trump, la guerre idéologique menée à l'Europe. Votre nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique est publié chez Plomb. Dans une édition augmentée depuis l'élection américaine, on a évidemment plein de questions à vous poser tout à l'heure sur ce basculement du monde. Mais d'abord, les élections fédérales en Allemagne. L'Europe est suspendue au scrutin outre-Rhin de dimanche. La première puissance européenne, affaiblie après l'implosion de sa coalition, traverse une crise de modèle. Le tout sur fond de montée de l'extrême droite et d'ingérence dans la campagne. Grand décryptage dans un instant sur ce plateau avec mes invités. Enfin, ce sera la séance de rattrapage du vendredi. Bayrou cogne les socialistes, on verra pourquoi. Ils contre-attaquent aussi sur Betaram. Les temps forts de la semaine à l'Assemblée avec nos chroniqueurs. Tout à l'heure, à la fin de cette émission. Voilà donc pour le sommaire. Vous me suivez, Hubert Védrine. Ça vous regarde. C'est tout de suite. C'est peut-être le scrutin en Allemagne le plus important depuis la fin de la guerre froide. Près de 60 millions d'électeurs se sont donc appelés aux urnes, ce dimanche. L'avenir du pays, mais aussi de l'Europe entière est en jeu dans un monde, vous l'avez compris, en plein bouleversement entre la montée inédite, on va y revenir, de l'extrême droite et le risque de rupture avec les États-Unis, sans compter les difficultés économiques de l'Allemagne. On s'arrête sur les enjeux de cette élection ce soir avec vous, Philippe Etienne. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ancien ambassadeur de France en Allemagne, ancien représentant de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, ancien conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Bonsoir, Frédéric Hoffmann. Bonsoir. Bienvenue, correspondante de l'ARD à Paris, c'est la télévision allemande. Bonsoir, Matthias Krupa. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes le correspondant du journal allemand Die Zeit. Enfin, bonsoir Richard. Bonsoir Myriam. Richard Verly, correspondant France-Europe du média en ligne suisse Blick. Vous revenez vous-même d'Allemagne où vous avez fait plusieurs reportages pour votre journal. Hubert Védrine, évidemment, vous intervenez quand vous le souhaitez dans ce débat. Les candidats en lice, les derniers rapports de force et les thèmes qui ont fait cette campagne, c'est tout de suite dans le récap de Marco Pommier qu'on accueille. Bonsoir mon cher Marco. Bonsoir Myriam. Alors, dimanche, tous aux urnes en Allemagne. Plus de 59 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler les 630 sièges du Bundestag, la chambre basse du Parlement des élections fédérales, anticipées après la chute de la coalition gouvernementale dirigée par Olaf Scholz. Au pouvoir depuis 2021, le chancelier allemand a perdu la confiance des députés mi-décembre, ouvrant la voie à une dissolution. J'ai décidé aujourd'hui de dissoudre le 20e Bundestag allemand et de convoquer de nouvelles élections pour le 23e jour de février. Une campagne éclair, donc, marquée par une série d'attentats dont les auteurs étaient d'origine étrangère. On se souvient de l'attaque sur le marché Noël de Magdebourg, 6 morts et 300 blessés fin décembre. Résultat, l'immigration et l'insécurité sont parmi les principales préoccupations des Allemands. Ajoutez à cela un modèle économique qui bat de l'aile, des ingérences étrangères aussi, et vous avez le combo gagnant pour une campagne très anxiogène. Alors, qui sont les candidats en lice et que disent les derniers sondages ? Eh bien, les projecteurs sont braqués sur 3 candidats. Olaf Scholz, bien sûr, le chancelier sortant, on vient d'en parler, affaibli, le chef de file du SPD est 3e dans les intentions de vote, autour de 15%. Un homme capitalise sur cette impopularité, le conservateur Friedrich Merz de la CDU, aux alentours de 30%. C'est le grand favori de cette élection et il a un objectif très clair. Je veux que nous soyons si forts dimanche, après-demain, pour qu'il y ait un mandat gouvernemental clair pour nous et que l'écart avec tous les autres soit grand.
Le candidat de la CDU, accusé pendant la campagne de rapprochement idéologique avec l'extrême droite, après avoir tenté de faire passer une loi sur l'immigration avec le soutien de l'AfD. C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Onde de choc dans le pays. Début février, des centaines de milliers d'Allemands descendent dans les rues. Friedrich Merz exclut alors toute coalition avec l'extrême droite. L'extrême droite qui atteint des sommets. Oui, et c'est le troisième visage de cette campagne. Alice Weidel, son parti, l'AfD, signe une percée historique autour de 20%. Alice Weidel, deuxième des sondages, mais isolée politiquement, ce que critique l'administration Trump, qui la soutient ouvertement, d'Elon Musk au meeting de la candidate jusqu'au vice-président américain. La démocratie repose sur le principe sacré que la voix du peuple compte. Il n'y a pas de place pour les cordons sanitaires. Soit vous défendez le principe, soit vous ne le faites pas. Une intervention des États-Unis pas du tout appréciée par Olaf Scholz. Nous n'accepterons pas que des tiers interviennent dans notre démocratie, nos élections et la formation de l'opinion en faveur de ce parti. Nous le rejetons fermement. La direction que prendra notre démocratie, nous seuls en décidons. Vous l'avez donc compris, dimanche, c'est un scrutin clé pour les Allemands et les Européens. Merci beaucoup, Marco Pommier. Alors justement, l'état d'esprit des Allemands, Frédéric Hoffmann. On a l'impression que le pays est rongé par les peurs, il y a une fébrilité. On sent tous qu'elle est décisive, cette élection, mais les Allemands eux-mêmes, dans quel état ils vont aller voter? On voit une polarisation, on voit aussi les gens qui sont excités, mais je vois autour de moi aussi des gens qui veulent voter. Je pense que ça sera une différence entre les élections qu'on avait avant, qu'il y a un grand intérêt à ces élections et aussi la significance que ces élections ont en ce moment. Donc il y aura une mobilisation. Même si on sent que le pays est dans la tension, il y aura une grosse mobilisation. Vous êtes d'accord, Matthias Krupa? Est-ce que les Allemands ont perdu leur optimisme? C'était vraiment quelque chose de constant, le moral des Allemands en Europe. Est-ce que c'est fini? Ok, nous étions connus pour de l'optimisme, ça fait quelque chose. Mais c'est vrai, quand on regardait le moral des Allemands par rapport aux Français, c'est systématiquement au-dessus des Français. Ils n'ont plus confiance dans leur avenir? Oui, je pense que ça c'est un peu le constat comme dans beaucoup de sociétés de l'Ouest. Maintenant, comme chez vous aussi, il y a une peur, il y a une peur de l'avenir, il y a une peur des attaques, il y a une grande inquiétude. Il y a aussi une colère, bien sûr, qui se manifeste des deux côtés du spectre politique, comme Frédéric Hoffmann a dit. Soit ceux qui sont dans la rue pour manifester contre l'extrême droite, soit la colère qui attribue à la montée de l'extrême droite. Donc oui, il y a une grande diffusion de polarisation, une forme de face-à-face. C'est vraiment l'immigration et la sécurité qui a fait la campagne? Oui, bien sûr, à cause des trois attaques qui sont déjà mentionnées. C'était une campagne très courte à cause de la dissolution anticipée, à cause de l'hiver, à cause de Noël. Mais pendant la campagne, cette courte campagne, on a eu trois attaques, toutes les trois attaques commises par des auteurs venant de l'étranger. Donc oui, c'était le sujet principal, même si notamment le CDU a voulu faire campagne sur des sujets économiques. On va en parler. On va en parler. Mais en tout cas, on comprend la dynamique de l'AfD. On va essayer de comprendre pourquoi ces niveaux historiques dans ce pays si particulier qu'est l'Allemagne. Richard Verly, 9 Allemands sur 10 redoutent des ingérences étrangères ce dimanche. Vous en revenez. Qu'est-ce que vous avez ressenti des tensions sur place ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé par la conférence sur la sécurité de Munich. Je suis arrivé au moment, littéralement, où J.D. Vance prononçait son discours, dont on vient de voir un extrait. Et j'ai enchaîné ensuite sur Nuremberg, donc ville bien connue. Et là, j'ai constaté un effet après Munich.
Au fond, moi, j'y allais avec une question pour mes reportages. Va-t-il y avoir un effet Elon Musk? Est-ce que les appels d'Elon Musk à voter pour Mme Weidel vont avoir des conséquences? Et ce que j'ai reçu en retour, c'est l'effet Vance. Et notamment dans les élites allemandes, des journalistes, des universitaires que j'ai pu rencontrer, donc plutôt des gens, on va dire, de la classe dirigeante, je les ai sentis outragés. Outragés. Et l'un d'entre eux m'a même dit, je me suis senti violé par J.D. Vance, que les Américains osent nous dire ça à Munich, un lieu que Hubert Védrine et que vous-même vous connaissez bien, au lieu de l'amitié américano-allemande, qu'il ose se comporter de cette manière. Peut-être vous sentez une forme de réaction moi, je les ai vraiment sentis outragés par la manière dont ils ont été traités, à Munich en particulier, par les Américains. Philippe Etienne, c'est inédit, ces ingérences. Alors, la Russie, on connaît, il y a eu des colis piégés à Berlin, on soupçonne que Moscou soit derrière. Très récemment, là, il y a des pots d'échappement de voitures qui ont été bloqués et on attribue ça à tort aux écologistes. Ça, on savait qu'il y avait de la déstabilisation. Mais l'ingérence, parce que c'est ça le mot, en tout cas le soutien de l'AfD par le vice-président américain, c'est complètement inédit. Comment vous regardez ça, vous, le diplomate? Alors, d'abord, en effet, les manipulations venant de l'étranger, ça, c'est pas nouveau. Il faut encore en parler à propos de l'élection en Allemagne, parce que ça a aussi lieu en Allemagne. Mais on a connu ça en France en 2017, et puis récemment, il y a eu l'exemple de la Roumanie. Donc l'Europe est de toute façon confrontée à ces ingérences qui prennent la forme de manipulation de l'information, mais comme vous le dites, parfois d'incidents créés. On en a eu à Paris aussi l'année dernière. Ce qui est complètement nouveau venant des États-Unis, c'est cette ingérence. Mais ces ingérences, elles viennent d'une partie du camp conservateur qui a une vision idéologique. La droite du Parti républicain a établi des liens depuis longtemps avec les partis populistes de droite et d'extrême droite européens. Donc on est sur un soutien idéologique, pas d'intérêt. Les deux. Mais avant de passer à l'intérêt, il y a quelque chose sur le fond. Le dirigeant européen cité, y compris par Donald Trump dans la campagne électorale, c'est Viktor Orban. Viktor Orban a participé au congrès du CIPAC au Texas, le CIPAC, enfin, l'organisation des milieux très conservateurs. Alors il y a aussi de l'intérêt, une question d'intérêt, parce que je me réfère à l'autre discours en Europe de J.D. Vance, qui était au sommet de Paris sur l'intelligence artificielle. Il y a quand même une critique des milieux de la tech, qui maintenant soutiennent l'administration Trump, contre ce que fait l'Europe. Il ne faut pas oublier que l'AfD a été créée contre l'union monétaire et donc contre l'Union européenne, en quelque sorte. Donc il y a un double effet dans ce soutien, et donc, non à la régulation, et on soutient donc les extrémistes à droite, et également une accointance idéologique de fond. Un certain alignement idéologique. Et ce n'est pas seulement la régulation, c'est aussi d'autres politiques de l'Union européenne. Hubert Védrine, dites-nous en quelques mots pourquoi elle est fondamentale pour l'Europe, pour les 27, cette élection. Bon, ça c'est évident qu'on attend la politique qui va être celle de l'Allemagne dans les prochaines semaines. Mais je voudrais dire que le monde des bisounours européens ou des herbivores, pour parler comme Sigmar Gabriel, s'effondre. Donc il y a une sorte d'état de choc dans toute l'Europe, pas que l'Allemagne. C'est normal que vous parliez de l'Allemagne parce qu'on est juste avant l'élection. Mais ça, c'est un phénomène global. D'autre part, les ingérences, il y a toujours eu des ingérences américaines depuis des décennies. Sous quelle forme? Chaque fois qu'il y avait une menace d'arriver au pouvoir d'un parti communiste, sans arrêt. Mais ce n'était pas dans le même sens. Donc vous n'êtes pas du tout habitué à ces ingérences-là, en fait. Vous êtes habitué aux autres, qui est un élément de la sécurité européenne depuis 1949, quand les Européens ont demandé aux Américains de les protéger. Et donc on a tort d'être un peu sidéré pour vous. Mais il faut dépasser la sidération, parce qu'évidemment, il est temps que les bisounours évoluent. Je voudrais dire juste un mot qui résume. Pour moi, ça n'a rien à voir avec les années 30. Rien. Pourquoi? Parce que c'est complètement différent, qu'il n'y a pas les situations du traité de Versailles, il n'y a pas la chute, il n'y a pas la crise mondiale, il n'y a pas l'équivalent de ce qu'était Staline, Poutine n'est pas Hitler. Enfin, les comparaisons, c'est paresseux. Sur l'Europe, un instant. Ça veut dire que le monde est tellement compliqué aujourd'hui qu'automatiquement, on prend des références, Munich, vous voyez tout ça. Bon, ça ne fonctionne pas. Et ça ne nous aide pas pour la suite. Sur l'Europe, aucune décision ne pourra être prise tant qu'on n'a pas la coalition. On attend déjà de savoir qui sera chancelier, qui arrivera en tête. On va y venir à Friedrich Merz, qui est largement favori. Mais il faut que le couple franco-allemand puisse à nouveau fonctionner pour que l'Europe avance. Il n'y a plus de couple. Il n'y a plus de couple depuis la réunification.
C'est les Français qui en parlaient, pas les Allemands. Schröder n'en parlait jamais. Bon, en tout cas, France-Allemagne, ça pèse quand même encore en Europe. Non, on peut dire que quand la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, ça ne marche pas bien, mais il faudra avoir le courage de dire on reste des pays profondément différents, en dépit de 50 ans de religion d'État sur l'amitié franco-allemande. C'est comme ça. Sur l'énergie, on n'est pas d'accord du tout. Il n'empêche qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Il faut retourner. Regardons quand même les dernières intentions de vote. On va voir un camembert s'afficher parce que ça permet de voir qui peut s'allier avec qui pour faire une coalition. Les chrétiens démocrates de la CDU en tête, 30%, Friedrich Merz, qui devrait donc être élu chancelier. Derrière, l'AfD, 20%. C'est quand même 2 fois plus qu'à la dernière élection de 2021. SPD d'Olaf Scholz, ensuite 16%. C'est 10 points de moins qu'il y a 4 ans. Les Verts, 13%. L'extrême gauche, Die Linke, 7%. C'est beaucoup. Et les libéraux qui s'écroulent à 4%. Est-ce qu'on peut dire que le fait majeur de dimanche sera le score de l'AfD? Est-ce que c'est ça qui va être regardé en premier? Plus ou moins 20%? Pour moi, la première chose qu'il faut regarder le dimanche, c'est la barrière de 5%. Parce qu'il y a 2 partis qui peut-être vont pas entrer dans le Parlement. Et ça va donner la base pour les coalitions. Rappelez-nous la règle. Alors, une partie peut entrer dans le Parlement en Allemagne si il franchit la seuil de 5%. Au-dessus de 5%. D'accord. Donc les libéraux, oui, les libéraux, c'est pas clair s'ils vont arriver à ces 5%. Il y a une deuxième partie, ça s'appelle BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, qui est aussi au plus ou moins de 5%. Alors, la question qui va se poser au début dimanche soir, qui va entrer dans le Parlement et est-ce que les partis vont être capables de former une coalition peut-être de 2 partis ou de 3 partis? Mais vous comprenez que nous, Français, on se focalise quand même pas mal sur l'AfD, sur ce parti dont la dernière affiche, très honnêtement, elle détourne à peine le salut nazi avec cette famille et ses 2 enfants aux yeux bleu-blond. 20% quand on est le pays du plus jamais ça. Comment on l'explique? 20% est très probablement la deuxième partie au Parlement avec environ 150 députés. Donc oui, ça serait le score, le meilleur résultat de l'extrême droite chez nous depuis les années 30. On a déjà mentionné les années 30, je ne veux pas comparer. Les récents attentats suffisent à expliquer cette dynamique? Non, il y a quelque chose de paradoxe. Malgré tout ce dont on a déjà parlé, malgré la polarisation, les attentats, les ingérences des masques de Vance, etc., les sondages sont restés très stables. Les sondages, depuis le début de la campagne, ils n'ont pas vraiment bougé. Donc l'AfD a commencé à 20% et il est toujours autour de 20%. Donc ça, c'est pour les sondages. On verra les résultats. Mais alors, bien sûr, le résultat de l'AfD est une fête majeure, mais soit qu'il gagne 20%, soit qu'il gagne 22%. Il n'y aura pas de coalition avec lui. Il n'a pas de coalition avec lui. C'est la digue pour la coalition et pour la question qui va gouverner et quand. Ça ne fait pas une différence. Donc ça, on en est absolument certain, parce qu'il y a eu quand même cette petite ambiguïté avec ces voix mêlées entre l'AfD et celle de la CDU pour un vote certes symbolique sur l'immigration. On en est sûr. C'est un fait politique. Il n'y aura aucune alliance avec l'AfD. Bon, en tout cas, les déclarations de Friedrich Merz, donc le leader chrétien-démocrate, c'est-à-dire de la droite en position de favori, elles sont claires. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que rien ne changera? Je pense que quand même, si l'AfD devait contredire les sondages et passer, par exemple, le seuil des 25%, ce qui, quand même, certaines personnes m'ont dit que c'est possible, ça serait un sacré séisme. Bon, on verra. Philippe Etienne, vous l'avez croisé, Friedrich Merz, dans votre carrière de diplomate à Bruxelles. On s'est posé la question en préparant cette émission. Qui est-il? Plus à droite que Merkel, moins? Moi, quand j'étais ambassadeur en Allemagne, entre 2014 et 2017, il était un peu sorti de la politique, mais c'est vrai, donc je l'ai croisé, mais d'assez loin. C'est vrai qu'il a commencé sa carrière politique comme député au Parlement européen, je crois dans le mandat 89-94, et il en parle souvent. On le présente comme l'anti-Merkel? Alors après, il y a eu une opposition entre lui et Angela Merkel, et donc il est parti dans la vie économique avant de revenir.
Et c'est vrai qu'il y a des évolutions assez fortes dans la ligne de la CDU, bien sûr sur l'immigration, mais aussi sur l'énergie, par exemple. Est-ce que c'est un Européen convaincu, Frédéric? Il se présente comme un Européen convaincu. D'ailleurs, il est rhénan, hein, il vient de la région de l'ouest de l'Allemagne, et il a fait des déclarations très favorables au rapprochement avec la France dans cette période, mais il aura sa ligne, et sa ligne n'est pas toujours compatible avec les positions françaises initialement. Mais je voudrais revenir là-dessus, sur ce que disait Hubert Védrine. Je vous en prie. Moi, j'ai été 2 fois en poste en Allemagne, pas seulement ambassadeur entre 2014 et 2017, mais aussi avant la chute du mur de Berlin. Dans les années 1980, j'étais jeune diplomate à Bonn. Et Hubert Védrine a tout à fait raison de dire que la symétrie, l'idée de couple a fondamentalement changé par nature après la réunification. Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas changé et que j'ai vu avant la chute du mur de Berlin aussi, c'est que la valeur d'une compréhension d'un accord, d'un compromis entre la France et l'Allemagne, c'est précisément qu'au départ, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc si on y arrive à se mettre d'accord, c'est gagné. On a des traditions différentes, on a des géographies différentes, on a des histoires différentes, on a des intérêts différents. Et c'est parce qu'il y a la volonté de se mettre d'accord. Mais je le dis devant quelqu'un qui a travaillé lui-même dans une période historique, puisque Hubert Védrine était ministre dans cette période, eh bien, ou conseiller du président Mitterrand, on arrive par volonté à rapprocher ses positions. Alors, est-ce qu'il est un homme de compromis, et ce compromis a à ce moment-là beaucoup de valeur. Et en tout cas, il l'affiche. Donc, il n'y a pas de raison de douter de sa volonté d'aller vers ces compromis. Frédéric Hoffmann. Un homme de compromis, je pense. Il a besoin de faire des compromis. Il n'aura pas le choix. On a vu maintenant, nous étions dans une phase en Allemagne où on a vu une coalition qui a implosé, qui n'a pas arrivé à vraiment trouver des compromis. Et les Allemands, ils ont besoin maintenant de compromis. En plus, dans une phase de tourments géopolitiques. Alors, je pense soit dans la politique, avec les autres partis en Allemagne, mais aussi avec les partenaires en Europe et aussi avec les États-Unis. Merz doit faire des compromis, même si de sa personnalité, quand on le voit... Alors, parlez-nous un peu de lui, on va le découvrir. Oui, c'est quoi cette personnalité? On a l'impression qu'elle est un peu rugueuse. Alors, maintenant, il est beaucoup plus... Mon impression, c'est maintenant, il est beaucoup plus calme qu'il était avant. Ça a changé un peu dans la campagne, mais Merz, il est quelqu'un qui peut parler fort, qui semble pas de faire vraiment de compromis. Mais il y a un exemple qui m'a bien marqué. Quand il avait le loi contre la migration dans le Parlement, il a dit tous les OQFT, comment ça s'appelle? Les obligations à quitter le territoire français, les OQTF. Ils doivent être tous emprisonnés en Allemagne. Alors c'était clair, il n'y a pas de place dans les prisons pour 40 000 personnes en Allemagne. Et maintenant, cette semaine, il a dit « Ah non, 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 il ne faut pas les emprisonner, il faut trouver des autres solutions ». Alors c'est un peu typique pour lui de toujours parler fort et après trouver un compromis. D'accord, oui, il annonce la couleur. En tout cas, tous les partis ont durci leur discours sur l'immigration, à commencer par Merz. Son objectif, c'est quoi? C'est de grignoter les voix de l'AfD, c'est possible? Oui, ça c'est... Oui, bien sûr. Donc s'il est au-dessus de 30, c'est gagné pour lui. Pardon? S'il passe au-dessus de 30%, à 33, 35... Oui, tout à fait. Ça, c'est gagné pour lui, même s'il ne gagnait que 28%. Ça sera les partis, très probablement, les partis les plus importants. Donc, lui, il va être chancelier. On a compris que le couple franco-allemand n'existait pas, mais est-ce que Merz, tel qu'on nous le décrit, il est Macron-compatible? Oui, je pense qu'il est peut-être plus Macron-compatible que Olaf Scholz, soit par personnalité. C'est pas dur. C'est pas difficile, me souffle mon voisin. Oui, c'est pas difficile, mais déjà un avantage peut-être. Il y a quelque chose qui est très rare en Allemagne. Il a maintenant 68 ou 69 ans, mais jusqu'à maintenant, il n'a jamais gouverné. Il n'a jamais pris une fonction exécutive. Il n'était ni ministre, il n'était ni chef d'une la faute à Angela Merkel, qui l'a un peu éjecté. On ne peut rien lui reprocher. Oui. Donc, il est vierge de tout bilan. Il a tout approuvé aussi. Alors justement, Friedrich Merz a fait campagne essentiellement, vous l'avez dit, sur l'économie, même si les thèmes régaliens étaient dans la campagne. Et la peur du déclassement, la crise de modèle que traverse l'Allemagne est profonde depuis l'envolée des prix de l'énergie et la concurrence industrielle. Clément Perrault.
Après la chute, l'enlisement. L'économie allemande est en mauvaise santé et cela commence à faire un bon moment maintenant. Depuis 2 ans, le pays est même entré en récession, sans certitude encore d'en sortir en 2025. Ce sont d'abord les difficultés de l'industrie qui expliquent ces mauvais chiffres. L'économie allemande repose beaucoup sur les exportations de ses produits à forte valeur ajoutée, en particulier dans l'automobile, la pharmaceutique ou la chimie. Ces entreprises paient en premier lieu la flambée du prix de l'électricité. Aujourd'hui, l'Allemagne est l'un des pays d'Europe où elle coûte le plus cher. Très dépendante du gaz russe, elle paie le prix fort de la guerre avec l'Ukraine. S'y ajoute la concurrence accrue de la Chine et, comme si cela ne suffisait pas, les menaces d'augmentation des droits de douane par Donald Trump. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Fait rarissime, les patrons allemands sont descendus dans la rue fin janvier pour sonner symboliquement l'alarme. Le fameux modèle allemand semble avoir du plomb dans l'aile. L'économie allemande a définitivement besoin de réformes. Les investissements sont nécessaires. Il faut plus de travailleurs qualifiés. Les mentalités doivent changer. Et l'Allemagne doit s'adapter à une nouvelle perspective économique. Mais réveiller l'économie allemande risque de prendre du temps, car le pays affronte aussi des difficultés structurelles. Le manque d'infrastructures, héritage des années Merkel, est un frein à l'économie. S'y ajoute l'éternelle question démographique, la population allemande est toujours plus vieillissante. Ce contexte économique bien sombre pèse aussi sur l'emploi. De nombreuses entreprises ferment et le pays a perdu 250 000 emplois depuis la crise du Covid. Richard Verly, est-ce qu'on peut penser que Friedrich Merz réussira à réveiller l'économie allemande tout en étant solidaire des 27, notamment sur la question commerciale et industrielle ? Bon, encore une fois, c'est ce qu'il dit, il a son engagement européen, il a un profil très économique et financier, il a dirigé le fonds spéculatif, enfin le fonds financier BlackRock, il en a été l'un des dirigeants, donc de ce point de vue-là, il est assez bien placé pour s'adresser au patronat allemand et au-delà au milieu d'affaires. Ce qui, je trouve, est intéressant, c'est que si vous comparez à l'autre grand moment où on parlait de l'Allemagne comme l'homme malade de l'Europe, c'est-à-dire les années 90, cette Allemagne-là, elle se sent malade, mais très franchement, quand vous y êtes, elle est plutôt en bonne santé. On aimerait bien lui ressembler, c'est ce que vous voulez nous dire. Écoutez, il faut quand même dire, cette Allemagne-là, elle fonctionne bien. Vous rencontrez quand même des gens qui ont des bons emplois, même s'il y a toute la polémique sur les emplois mal payés. Mais c'est un pays, à mon avis, qui en ce moment a plutôt un problème d'appréhension de lui-même. Il a peur de lui-même et de son avenir. Mais le pays, je crois, n'est pas dans une mauvaise santé économique. Il faut se repositionner. Finalement, non. Crise de l'automobile, croissance très atone. Oui, mais tout ça, ce sont des bons produits. Et c'est des produits qui, sur le marché mondial, ont une place à trouver. Après que l'automobile allemande ait raté peut-être le virage électrique, c'est une chose. Mais c'est les virages industriels. Quand vous voyez les usines allemandes, du côté de Stuttgart, la perfection, la capacité de production de ces usines allemandes, ne l'oublions quand même pas. L'Allemagne fait encore rêver. Ce qui est étonnant, c'est que c'est peut-être une Allemagne qui nous avait habitués à Mercedes, et maintenant c'est l'Allemagne de Birkenstock. Ah, ça calme. Les voitures, c'est les sandales, possédées d'ailleurs par un groupe français. Philippe Etienne, sur l'économie allemande, quelle est votre analyse? Et surtout, on se pose tous la question de l'industrie automobile. À l'heure de la guerre commerciale, il faut qu'on parle d'une seule voix. Est-ce que franchement, Merz n'aurait pas intérêt à aller directement dealer, puisque c'est le terme à la mode, avec Donald Trump? Alors d'abord, moi j'étais à Berlin cette semaine, je partage votre opinion. Il ne faut pas qu'on néglige la très forte capacité, notamment autour de ce qu'on appelle le Mittelstand, ces entreprises de taille intermédiaire qui font le tissu industriel de l'Allemagne, qui reste très compétitif. Simplement, il y a des sujets de modèle économique et il y a des sujets de marché pour l'exportation. Le modèle économique allemand était basé sur l'exportation, sur l'importation d'une énergie bon marché. Et aujourd'hui... Merkel a fait les mauvais choix avec le gaz russe. Alors, par ailleurs, les dernières grandes réformes économiques, c'était la première période Allemagne homme malade, c'est Gerhard Schröder qui les a faites. Le dernier chancelier social-démocrate. Et c'est vrai que Angela Merkel a donné beaucoup de stabilité à l'Allemagne,
Elle a su gérer des crises extrêmement graves, notamment la crise des réfugiés, mais aujourd'hui, on parle de nouveau de la nécessité de faire des réformes. Et puis, là, le problème des marchés, le problème de la stratégie commerciale, et ça nous amène aux États-Unis, comme le reportage le disait très bien, l'Allemagne peut difficilement se permettre de cumuler l'arrêt des importations de gaz russe, une crise dans les relations avec la Chine et une crise dans les relations avec les États-Unis. Ça fait trop de front. Il faut trouver de nouveaux marchés. Simplement, il ne faut pas oublier que la politique commerciale est de compétence communautaire. Ce n'est pas l'Allemagne ou la France, et ça date depuis le début du marché commun. Ce n'est pas la France ou l'Allemagne qui négocient avec les États-Unis, c'est la Commission européenne. Derrière, il y a les États membres, derrière, il y a des intérêts fondamentaux. L'automobile allemande est un intérêt fondamental pour l'Allemagne. Mais Donald Trump va essayer de nous diviser quand même, avec des droits différents de douane selon les produits, la Hongrie, l'Italie, oui, l'Allemagne. Il va essayer de nous diviser, mais là, j'en parle aussi comme Français. Voyons qu'il y a des interconnexions incroyables. Quand j'ai visité BMW, quand j'étais ambassadeur, le patron de BMW de l'époque m'a dit, vous savez, monsieur l'ambassadeur, dans une BMW, il y a 50% de pièces françaises. Pourquoi ? Parce que la France a Renault et Peugeot, mais on a aussi Valeo. Des sous-traitants. Donc il y a des interdépendances entre nos deux pays. Et on ne peut pas se porter correctement, nous sans les Allemands sans nous. Hubert Védrine. Compte tenu de ce qu'on dit et qui est très clair, je pense que l'Allemagne de Merz va plaider pour une attitude européenne pragmatique sur la Chine. Ils vont dire qu'on ne peut pas à la fois gérer les attaques de Trump, gérer la suite de l'Ukraine et être en guerre avec la Chine. Ils sont minoritaires pour le moment, parce que là, il y a une sorte de rhétorique européenne. Votre pari, c'est qu'on va renforcer des partenariats commerciaux avec la Chine. Ils vont plaider, à mon avis, pour qu'on ne fasse pas d'escalade dans les taxes et les normes par rapport à la Chine. Alors, il nous reste 2 minutes pour conclure ce débat. Je voudrais vous parler de la défense. Parce que là, il y a un gros sujet en Allemagne. Est-ce qu'on peut faire confiance à Merz pour être un partenaire vers cette défense européenne commune qui est maintenant plus que nécessaire ? Je pense que oui, parce qu'il est dans la tradition de son parti et si je prends ses annonces, il est plus fort sur le soutien de l'Ukraine, il est plus fort sur les sujets de la défense. La grande question que lui et aucune personne autre a répondu dans cette campagne, d'où le financement de tout ce qu'on a besoin. Ça, c'est la question principale qui n'est pas touchée dans la campagne. Alors, je vais vous poser la question différemment. On a vu Scholz sur la défense. Ça a mis un temps fou pour qu'il arrive à penser même la possibilité de livrer les missiles Taurus à l'Ukraine. Merz, il est où là-dessus ? Merz, il sera moins hésitant que Scholz. Je pense que ça, c'est totalement clair. Il a un fort intérêt de aussi améliorer la position de l'Europe et aussi essayer de trouver des financements. Je pense que ça, c'est très clair. D'accord. Et sur les fameuses garanties de sécurité, on n'y est pas, mais malgré tout, c'est l'actualité. En cas de paix négociée entre l'Ukraine et la Russie, Philippe Etienne, est-ce que l'Allemagne peut s'associer à ces garanties de sécurité ? On a entendu Scholz dire la question des troupes au sol n'est même pas d'actualité. Elle peut s'y associer, mais pas forcément de la même manière que la France et le Royaume-Uni. Parce qu'elle n'a pas les moyens militaires ? Ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi une question de tradition, de mentalité. Il faut comprendre que chaque pays pourra apporter des garanties, mais chacun selon ses propres capacités techniques, mais aussi politiques. Mais je croyais que l'Allemagne avait changé d'époque sur la question de la défense. Oui, elle a changé d'époque avec ce discours de Olaf Scholz. Et avec ce budget de 100 milliards d'euros qui a été mis sur la table. Je crois qu'il ne faut pas négliger la capacité des Allemands à faire des réformes. Ils l'ont montré. Ils peuvent faire des réformes. Après, il y a un élément que personne ici, je pense, ne mesure, c'est le lien personnel qui va s'établir entre Donald Trump et Friedrich Merz, il est chancelier. On sait que Donald Trump détestait, je ne sais pas si le mot est trop fort, Angela Merkel, ou en tout cas que ça se passait très mal. Avec Olaf Scholz, évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de temps, mais ça ne s'est pas bien passé. Est-ce que Donald Trump va faire de Friedrich Merz son principal adversaire et sa principale cible en Europe ? Hubert Védrine, rapidement là-dessus. Il faut distinguer la question des budgets et la question de la responsabilité en matière de défense. Ça, c'est chaque pays, ce n'est pas l'Union européenne qui n'a pas de compétences dans ce domaine. Souveraineté des États. Donc, à mon avis, il n'y en aura pas s'il n'y a pas une garantie américaine. Une garantie de sécurité américaine ? Envers les quelques pays européens qui peut-être... Qui pourraient être mobilisés. Qui s'engageraient pour la mise en œuvre du cessez-le-feu.
éventuelle. On va continuer à en parler tous les deux. Un tout petit mot, combien de temps? Alors, on se met dans la situation où Merz arrive en tête. Combien de temps ça prend en Allemagne de constituer une coalition? Ça dépend s'il est avec un seul parti ou deux partis. Ça, c'est le grand enjeu de l'élection de dimanche prochain. Est-ce qu'il aura assez de voix avec le parti avec lequel il ferait une coalition, par exemple le SPD, ou pas? Parce que 2 partis ou 3 partis, ça fait très, très différent en durée, mais aussi en gouvernabilité après. Merci. Il a annoncé de négocier jusqu'à avril, ça serait très rapide. Voilà. Finalement, les Allemands sont capables de compromis rapides. Ça fait envie dans cette assemblée si fracturée. Merci beaucoup. Merci pour ce décryptage sur ce scrutin, on l'a compris, ô combien décisif. Vous restez avec moi, Hubert Védrine. On va parler à présent de cette ce nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plon. Trump, Poutine, Europe. Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère, comme l'a répété à plusieurs reprises hier Emmanuel Macron? Votre lecture de ce nouvel ordre ou ce nouveau désordre mondial, juste après l'invitation de Stéphanie Despierres. Si on vous invite, Hubert Védrine, c'est parce que vous livrez un nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. Ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, en 500 pages, de A à Z, vous décryptez le désordre du monde. Pour vous, l'Europe est dans le brouillard encore plus intense depuis la guerre en Ukraine et depuis le retour de Donald Trump. Vous écrivez: la réélection de Trump est un ébranlement psychique pour le monde occidental, un moment sans précédent pour l'Europe contemporaine, car tout ce qui s'est fait pour l'Europe et en Europe depuis l'après-guerre avait été conçu ou parrainé par les États-Unis. Sur l'Ukraine, vous posez la question. Les Occidentaux ont-ils péché par imprudence en ne concluant pas d'accord de sécurité européen avec la Russie dans les années 90? Ou bien les Européens se sont-ils laissés aveugler par Poutine pour pouvoir acheter du gaz russe bon marché ou par naïveté pacifiste? Vous ne tranchez pas. Sur la ligne américaine, selon vous, rien n'est sûr pour la suite car Trump n'est pas un idéologue et en dehors de son principe de base America First, il est transactionnel. Une logique qui le pousse à écarter Zelensky de toute négociation. Ces derniers jours, ces déclarations au vitriol ont plongé l'Europe dans la stupeur. Ce dictateur sans élection, Zelensky devrait se dépêcher, sinon il ne va pas lui rester de pays. Donald Trump a proposé un deal à Vladimir Poutine. Mais est-ce un accord ou une soumission? Selon certains experts, le moment illustre surtout l'incapacité de Trump à négocier, car il aurait en fait tout cédé au maître du Kremlin. Hubert Védrine, vous allez nous donner votre analyse. Alors, avant d'en venir à Donald Trump, est-ce que vous dites qu'on a changé d'air, comme Emmanuel Macron? Oui. C'est d'abord, dictionnaire amoureux, c'est un terme contestable, c'est le nom de la collection. Oui, bien sûr. Subjectif, on va dire. Mais sur plusieurs plans. Parce que depuis des dizaines d'années, pour beaucoup de gens, les milieux économiques mondiaux, les milieux progressistes, les milieux diplomatiques, l'Amérique était la référence, même si les gens étaient anti-américains sur tel ou tel point. Là, il y a un choc énorme dans ces 3 milieux, parce que c'est de Rome que vient l'Antéchrist, en quelque sorte. C'est comme dans Star Wars, vous voyez, c'est Palpatine, chef des Sith. Donc il y a un choc énorme qui n'est pas le même selon les milieux. Mais donc on a changé d'air, mais pas que sur le plan diplomatique. Il faut oublier l'Amérique du XXe siècle. Tout ce qui va de Wilson à Biden. On est au 19e. Oui. 19e. C'est quoi, l'impérialisme? Non, c'est l'unilatéralisme, le rapport de force, éventuellement l'impérialisme régional, une vision Amérique du Nord élargie, continentale, et puis aucune précaution, aucun surmoi, aucun usage, comme on le voit quand il insulte, de façon totalement débile, Zelensky. La loi de la force. Mais il y a tout un espèce de truc que les gentils Européens, on en parlait tout à l'heure, les bisounours, c'est fini par prendre pour la vérité la religion contemporaine. Oui, oui. Bon, est-ce que vous pourriez parler de renversement d'alliance? Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Non. Il y a un doute sur l'alliance principale, qui est celle de l'alliance transatlantique, qui a permis de parler d'Occident. Mais on ne peut plus parler d'Occident, là. Ce n'est plus les mêmes valeurs. Ah non, c'est fini. Quand Vance va à Munich et défend d'autres valeurs, qui sont le contraire de ce que les Européens considéraient comme perpétuelles. Mais est-ce que l'Europe a perdu son allié? Est-ce que les États-Unis ne sont plus nos alliés? Est-ce qu'on peut le dire, ça? C'est un protecteur. C'est les Européens qui avaient demandé aux États-Unis, après la guerre, de les protéger. On n'est pas des vrais alliés. Nous, on était protégés, eux, protecteurs. Oui, on connaît votre lecture de la réelle politique. Donc, on a perdu notre protecteur. La politique, c'est les faits historiques, c'est tout. Mais pour autant, est-ce qu'ils deviennent nos adversaires, voire nos ennemis? Alors, c'est différent. En termes économiques, oui.
parce qu'il fait passer l'intérêt américain déjà avant, hein, mais c'était dissimulé sous tout un espèce de discours sur la communauté internationale, la mondialisation, blablabla, etc. Donc c'est sans masque. Encore une fois, il n'y a aucun surmoi, on pourrait dire aucune éducation, aucun surmoi, donc comme ça. Donc il faut se préparer à ça. Il faut dépasser la sidération. Il faut très vite se dire dans tel ou tel domaine, la guerre commerciale, la régulation, la transition écologique, etc., l'Ukraine, le Proche-Orient, qu'est-ce qu'on fait? Le on étant variable. Dans certains cas, c'est l'Union européenne, si c'est le commerce, ou alors les Européens, si c'est la défense, ou alors des gens du monde entier, si c'est l'écologie. Vous voyez? Alors, donc, tout ça en quelques jours. On va commencer par l'Ukraine. D'abord, vous vous rendez compte? Hubert Védrine, oui, c'est sûr. Il y a une forme d'électrochoc. Il faut se réveiller et vite et agir et répondre. Qui peut réveiller, qui peut nous achever ou nous réveiller. C'est à ce point-là. On va voir. On est sur cet abîme-là. C'est le destin qui est en jeu. L'Europe n'a jamais où on tombe, où on se relève. L'Europe n'a jamais été une puissance en tant que telle. Hein. Depuis la guerre, elle n'a jamais été importante dans aucune négociation. Mais c'est peut-être le moment, là. Allez, peut-être. L'Ukraine. Comment vous comprenez que Trump reprenne quasiment mot pour mot la rhétorique de Poutine? L'Ukraine est l'agresseur, Zelensky dictateur sans élection. Beaucoup pensent, et je voudrais vous entendre là-dessus, est-ce qu'il est sous influence de Poutine? Non, c'est trop simplé, ça, comme explication. Il y a quand même des éléments. Non, il y a toujours... Il a été sauvé de la faillite par un oligarque russe. Il a des liens avec la mafia, même les dans le temps, dans les années 80. C'est une fausse piste, ça. Il n'est pas tenu par Moscou. De toute façon, il est élu. Il est élu président des États-Unis. Avec les grands électeurs, le vote populaire, il contrôle tout. Comment vous comprenez alors cette lecture qui est très proche de celle de Poutine sur Zelensky? Depuis très longtemps, il dit ça, en fait. Alors, il rejoint... disons, les vieux réalistes d'autrefois, Kissinger, Brzezinski, qui considèrent que les États-Unis ont fait une faute gigantesque après la fin de l'URSS, en n'organisant pas un statut de neutralité pour l'Ukraine, hein, avec un statut spécial pour la Crimée, plus un accord de sécurité global, non pas par amour de la Russie, mais pour contrôler. Ça, c'était le reproche de Kissinger, Brzezinski, Mearsheimer. Est-ce que c'est le vôtre toujours aussi? Sur l'époque, pas sur aujourd'hui. Donner des garanties de sécurité plutôt à la Russie? Non, pas des garanties, c'est le rapport de force. Oui. Équilibre des forces. Donc je pense qu'il y a une occasion manquée, mais on ne peut pas le prouver. Donc dans la période récente, il n'y a pas d'autre solution que de bloquer Poutine et de faire en sorte qu'il ne puisse jamais recommencer. Donc la vraie question dans l'immédiat, en dehors de nos commentaires historiques, là, Trump va imposer le cessez-le-feu. On ne peut pas l'empêcher, quels que soient les cris d'orfraie. Aux conditions de Poutine? Parce que pour l'instant, il a tout lâché. Il va imposer un cessez-le-feu. Vous n'êtes pas négociatrice. Non, ça c'est sûr. Ça ne change rien une fois que vous avez dit ça. La situation est la même. Il va imposer un cessez-le-feu. Par contre, ce qu'on aura décidé, nous, on a parlé avec l'Allemagne, mais c'est vrai de la Pologne, de l'Angleterre, est-ce qu'on accepte d'envoyer des troupes quelque part comme garantie? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une garantie de la garantie? Avec les Américains, j'ai compris. La question va se poser aux 5 ou 6 pays qui ont des armées en Europe. Juste une question sur ses talents de négociateur. Parce que franchement, vous trouvez, lui, il a écrit l'art du deal, il se dit qu'il est en train de faire toujours des transactions. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon négociateur, franchement, quand on a vu ce qu'il a fait sur la Corée du Nord, quand on voit ce qu'il dit sur Gaza? Est-ce que vous le trouvez compétent pour négocier? Mais ça ne change rien ce qu'on dit sur lui, il s'en fiche. Oui, mais votre regard là-dessus? C'est trop tôt pour juger. C'est vrai, la Corée du Nord, il a essayé, ça n'a pas marché. Bon, le Proche-Orient, tout le monde a essayé, ça n'a jamais marché. Tout le monde est sur le même plan, en fait, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que ça va marcher? Ça dépend uniquement du fait de savoir, en plus du gel du conflit en Ukraine, est-ce qu'il arrive en plus à menacer Poutine de quelque chose? Mais de quoi pourrait-il le menacer? Menacer d'une attaque beaucoup plus forte, ou des sanctions pires, ou des actions contre l'armée russe, etc., etc. Bon. Mais s'il ne menace pas Poutine en plus, ça veut dire qu'il ne peut pas dissuader la Chine. Donc le seul argument, indépendamment de nos lamentations dont il n'a rien à faire, en fait, c'est de savoir est-ce que dans sa tête à lui, il ne va pas se dire mon problème numéro 1, c'est la Chine. C'est le cas depuis Obama, hein, pour toute l'Amérique. Il faut que j'arrive à convaincre les Chinois que je suis capable de dissuader Poutine dans la suite. Ça peut entrer dans la cervelle de Trump. Peut-être. Bon, alors en attendant, voilà ce que va dire Emmanuel Macron lundi. Il faut défendre Zelensky, par ailleurs. Il est hyper courageux, c'est quand même absolument lamentable la façon dont il est attaqué, il faut le défendre, mais il n'empêche que même quand on le défend, Trump est toujours président. Hein. Écoutez ce que va dire lundi Emmanuel Macron à Donald Trump à la Maison-Blanche. Je vais lui dire, au fond, tu ne peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise,
La Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée. Il peut se faire entendre lundi? Je ne suis pas convaincu par le deuxième argument, mais le premier, c'est très bien. Alors, espérons qu'il va réussir à ébranler le fonctionnement de Trump. C'est habile de le dire à l'avance d'un point de vue diplomatique? On verra. Bon, et sur Gaza? En tout cas, c'est ça qu'il faut dire à Trump. Si tu n'arrives pas à dissuader Poutine de recommencer, puis d'autres, parce que Poutine n'est pas seul, hein, tous les Russes pensent ça. Navalny pensait la même chose, hein, Solzhenitsyn aussi. Donc il faut dissuader la Russie d'avenir. Donc si on n'arrive pas à la dissuader, la Chine va se dire les menaces de Trump. J'ai bien compris. C'est un très bon argument, ça. La Chine avant tout, l'obsession des États-Unis. Sur Gaza, quelle est votre lecture? Là encore, la volonté de Donald Trump de vider l'enclave palestinienne. On a cru au début à un rétropédalage, après la porte-parole, et puis non, finalement, il a maintenu cette volonté. On pourrait dire que c'est monstrueux sur le plan du droit international, des droits humains, de ceci, cela. C'est un nettoyage ethnique, hein, en fait. Comme faisait d'ailleurs aux États-Unis avec les Indiens, certains présidents américains que Trump admire. Bon. Mais l'élément clé, je ne veux pas ajouter des lamentations inutiles, c'est que Trump veut aussi remettre l'Arabie dans les accords d'Abraham. Les Saoudiens, ils se fichent des Palestiniens. À Israël. Mais c'est quand même dangereux. De normalisation. Donc elle est normalisée, ce que leur souhait, parce qu'Israël, c'est l'avenir, la technologie, etc. Sans rien obtenir pour les Palestiniens, c'est très, très dangereux pour l'Arabie. Donc il y a une contradiction à l'intérieur de l'approche Trump. Mais il ne suffit pas de dire qu'elle est totalement ubuesque. Il est quand même président, il a des moyens. Et comme les processus de paix n'ont jamais marché, des gens vont dire, après tout, au point où on en est, pourquoi ne pas essayer? Mais on ne peut pas essayer sa politique sans déstabiliser l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le système de Trump? On va le voir. Ça ne serait pas la première. Dernière question. Vous qui avez été ministre des Affaires étrangères, vous savez très bien à quel point les opinions sont déterminantes. Dans les démocraties modernes. Dans les démocraties comme la nôtre en France, est-ce qu'il est temps de préparer les esprits, comme commence à le faire le chef de l'État, d'une guerre possible en Europe? C'est ce qu'a laissé entendre François Bayrou, ou en tout cas d'efforts à consentir en échange d'une Europe de la défense et d'une montée en gamme de notre stratégie, de notre défense. Il n'y aura jamais d'Europe de la défense autonome, les Européens n'en veulent pas. On peut travailler sur le pilier européen de l'Alliance Atlantique. Éventuellement, mais ce n'est pas la guerre, ça. Votre question sur la guerre, ce n'est pas la guerre non plus, parce que ce dont il est question, c'est un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, avec des garanties européennes. On est sur l'Ukraine, mais sur l'Ukraine. On nous dit tous que la Russie menace l'Europe et qu'elle ne va pas s'arrêter là. Non, ce n'est pas démontré, ça, c'est un autre débat. Vous ne croyez pas? Il aurait attaqué il y a 2 ou 3 ans, si vous l'attaquez l'OTAN. Il n'aurait pas attendu que l'OTAN soit hyper réorganisé, réarmé, etc. Mais je ne peux pas le démontrer, donc il n'empêche qu'il faut un système le plus dissuasif possible pour après. Donc ça nous ramène non pas à la guerre, mais est-ce qu'on sera prêt à envoyer des troupes? Nous, les Polonais, les Allemands ont dit non, d'ailleurs, vous voyez, les Anglais, les Italiens, etc. Avec une forme d'unité nationale qui pourrait préparer les opinions? Il faut le soutien des opinions dans chaque pays. Et l'opinion ou les parlements vont dire, mais quelles sont les garanties? Qu'est-ce qu'on fait si on est attaqué? Je ne dis pas qu'il faut dire non, je veux dire qu'il faut se préparer à ce débat. Et c'est là où on va voir revenir, regardez l'Anglais qui a dit, moi je suis prêt à envoyer des troupes. Keir Starmer, le Premier ministre. Le lendemain, il dit, bien sûr, il faut une garantie américaine. Laquelle? Donc ils vont en parler avec Trump. Donc s'il n'y a pas une sorte de garantie américaine, même s'ils ont dit qu'il n'y aura pas de troupes au sol, il y aura des garanties d'une autre nature, aérienne, je ne sais pas quoi. Ils pourraient demander les terres rares en échange de ces garanties. Ça, c'est le chantage par rapport à l'Ukraine. Mais par rapport à la décision des pays européens de s'engager quand même au sol pour le cessez-le-feu, c'est pas joué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va dépendre si Macron, Sterner et les autres arrivent à extorquer quelque chose à Trump quand même. Donc on a encore peut-être les moyens d'être entendus. On va s'arrêter là. On va voir. Sur cette note d'optimisme. On va voir. Merci. Je parle beaucoup d'histoire dans le livre. Hein. Absolument. Alexandre le Grand, vous m'avez rien dit sur lui. C'est vrai, mais là, l'actu est tellement chargée. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Lisez donc ce nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. C'est la collection que vous connaissez sans doute chez Plon, édition augmentée, rééditée avec l'élection de Donald Trump. Et c'est passionnant. Vous restez avec nous. On revient en France. L'actualité à l'Assemblée, au Palais Bourbon. C'est la séance de rattrapage pour terminer.
retrouve comme chaque vendredi nos chroniqueurs David Revaud-Dallon. Bonsoir David. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle, Jean-Baptiste Daoulas, bonsoir. Bonsoir. Service politique de Libération et Stéphanie Despierres, ma consoeur de la chaîne parlementaire. Séance de rattrapage qui commence avec ça. Voilà la motion de censure la plus cousue de fil blanc de toute l'histoire parlementaire. Mais on voit bien de quoi il s'agit. D'habiller de mots les plus grands et les plus grandiloquents possibles, de médiocrissimes intérêts. Alors, quelle mouche a piqué François Bayrou? Pourquoi est-il si violent avec les socialistes, Stéphanie Despierres? Ah ben, il n'a pas du tout aimé que les socialistes déposent cette motion de censure. Il n'a pas du tout aimé d'être associé. La gauche lui dit « mais vous reprenez les mots de l'extrême droite », etc. Donc ça, il n'a pas du tout aimé. Et tout son discours a été une diatribe contre les socialistes. Après les médiocrissimes intérêts, il y avait les minuscules, les microscopiques intérêts. Ouais. Et tout a été comme ça pendant 35 minutes. Il cogne. Il se fait plaisir, on a l'impression, mais c'est pas risqué, Jean-Baptiste? C'est extrêmement risqué, c'est même assez dingue finalement, parce qu'il faut quand même savoir que les socialistes, au prix d'un effort colossal pour eux quand même, ont épargné à 5 reprises François Bayrou, en se désolidarisant du reste de la gauche sur les 5 motions de censure déposées notamment par la France Insoumise sur le budget. Donc y compris des ministres, un ministre issu de la droite me disait hier, qu'il s'est peut-être un petit peu laissé aller, qu'il y a une vraie prise de risque dans ce que fait François Bayrou. Parce que dans quelques semaines, dans quelques mois, la question d'une motion de censure va se poser à nouveau avec les retraites. Et c'est quand même pas la meilleure idée d'humilier les seules personnes qui vous ont épargné. Il manque de gratitude, finalement, François Bayrou. Alors, je ne sais pas si on peut parler de gratitude en politique, mais ça a été parfaitement exposé. C'est quand même du brutal. Et puis, on ne peut pas quand même, je crois qu'on va parler de ce deuxième sujet tout à l'heure, mais évacuer la question de l'ego de François Bayrou. On sait que les professionnels de la politique ont souvent une haute opinion d'eux-mêmes, une haute estime. C'est particulièrement vrai pour le Premier ministre. Et il n'a vraiment pas apprécié que les socialistes emboîtent le pas aux Insoumis sur ce coup, lesquels Insoumis étaient ravis du discours de François Bayrou et se sont félicités du fait qu'il les a tapés très violemment. D'ailleurs, il a repris les arguments de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il a repris les arguments. Et motion pour rien, pistolet à eau, balle à blanc. Sur les conséquences politiques, très rapidement, c'est vrai que, comme l'a dit Jean-Baptiste, il se met un petit peu à découvert pour les prochaines motions de censure. Et en dénonçant ce coup d'épée dans l'eau des socialistes, puisque cette motion n'avait aucune chance d'aboutir, il peut aussi se replacer sous la menace de l'épée de Damoclès du Rassemblement national, laquelle avait fait chuter en son temps Michel Barnier. Et surtout, il ne regrette rien, parce qu'il a été interrogé aujourd'hui par nos confrères de BFM, et il dit « Oui, je suis un peu rugby, alors quand on me cherche, on me trouve ». Donc moi, je trouve que c'est quand même très, très risqué comme stratégie. À bon entendeur, donc. En tout cas, voilà, il a lâché les coups. Décidément, revanchard, cette semaine, François Bayrou. Qui était ministre de la Justice ? Quel était le gouvernement à cette époque? C'est le gouvernement socialiste de 1997 à 2002. Alors, on parle de quoi? Là, on parle de l'affaire Bétaram. Il est interrogé aux questions au gouvernement. C'était cette semaine et il donne les noms. Il dit, à cette époque, en 1998, quand le procureur général alerte le ministère, la chancellerie, le ministère de la Justice, eh bien, il dit c'est Elisabeth Guigou qui est ministre, c'est Claude Allègre qui est ministre de l'Éducation, c'est Ségolène Royal qui est ministre de l'Enseignement supérieur. Une manière de dire, vous me reprochez à moi en 1996 d'avoir rien fait, j'ai fait un rapport qui m'a été rendu où il n'y avait rien d'anormal, il y a eu des plaintes, il y a eu des alertes du procureur général en 1998, et vous-même, les socialistes qui m'interrogeaient, vous n'avez rien fait non plus. Et pense sur le bec donc, de Ségolène Royal et d'Elisabeth Guigou. C'est réussi de détourner le tir comme ça? Je ne sais pas si c'est réussi parce que la réponse de François Bayrou, elle était quand même extrêmement confuse l'autre jour dans l'hémicycle pour les questions au gouvernement. Ça a duré 7 minutes. Honnêtement, je mets au défi n'importe quelle personne qui ne connaît pas forcément le fond du dossier, c'est-à-dire comme la majorité des Français, de comprendre exactement ce qu'a voulu dire François Bayrou comme ça, en invoquant les noms des anciennes ministres, Elisabeth Guigou, Ségolène Royal. Ce n'était pas d'une très grande clarté. Ensuite, il y a aussi quelque chose, encore une fois, d'un peu maladroit de la part de François Bayrou, c'est qu'il incrimine le gouvernement de Lionel Jospin. Lionel Jospin qui, il y a un mois, avait déclaré qu'il ne fallait pas censurer François Bayrou. Il y a aussi une forme d'inélégance à l'égard du gouvernement socialiste de Lionel Jospin qui, là encore, est assez maladroite. Est-ce qu'il est tiré d'affaire? Je ne sais pas. C'est une vraie question parce que cette affaire, elle peut encore rebondir. C'est un feuilleton. Il peut y avoir des rebondissements. Au début,
On a l'impression que François Bayrou n'avait pas pris la mesure du retentissement de cette affaire. Puis il y a eu un peu de panique dans les rangs à Matignon. Ces cellules de crise se sont organisées. Il y a eu ces répliques qui sont un petit peu, effectivement, qui semblent un peu désorganisées. Alors, Claude Allègre, il n'est plus là pour se répondre puisqu'il est disparu il y a quelques semaines. Madame Royal, elle, a répondu en annonçant une plainte pour diffamation. Mais je crois que le feuilleton n'est pas tout à fait terminé et c'est le genre de sparadrap comme celui du capitaine Haddock qui peut coller très longtemps à la peau du chef du gouvernement. Sur le fond de cette affaire, Elisabeth Borne a reconnu, je cite, que l'État n'a pas été à la hauteur et à l'Assemblée, il va y avoir une commission d'enquête. Oui, une commission d'enquête qui a été demandée par la gauche. Alors, ce n'est pas une commission d'enquête sur l'affaire Betharam, attention, mais il en sera évidemment question. C'est une commission d'enquête sur la manière dont l'État contrôle les établissements scolaires et fait de la prévention sur les violences. Et c'est Paul Vannier, le député insoumis, qui a interrogé à 3 reprises François Bayrou, qui est à l'origine de cette commission d'enquête. Alors là, elle a été validée. Il y a une première étape, il y a encore quelques étapes avant qu'elle soit mise en place effectivement. Vous voulez réagir, Hubert Védrine, sur l'affaire Betharam? Vous me surprenez. Non, je voudrais distinguer. Je pense que sur le second point, la contre-attaque n'est pas forcément très habile. Oui. Et sur le premier point, il est attaqué. Vous pensez au ministre Guigou et Ségolène Royal? Tout à fait. Et là, il y a l'opinion pour lui. Donc il est forcément gagnant sur le premier point. Sur la motion de censure, sur le sentiment de submersion migratoire, il peut se lâcher sur les socialistes. Il s'exprime en français. Non, c'est bien. Donc je distingue les deux. Très bien. Donc le point sur la motion et la manière dont il s'est permis de critiquer. En revanche, sur l'affaire Betharam, vous ne le voyez pas forcément complètement sorti d'affaire. Un mot pour terminer. J'aimerais avoir votre regard là-dessus sur Richard Ferrand. Richard Ferrand, nommé avec une validation d'extrême justesse, à une voix près. L'ancien président de l'Assemblée nationale va donc devenir l'un des 9 sages, présider les sages de la rue de Montpensier. Pour vous, c'est un désaveu pour Emmanuel Macron, ce score si serré, ou au contraire une victoire? C'est évidemment un désaveu, mais surtout ce que ça montre, c'est qu'il y a toujours une incapacité de la part d'Emmanuel Macron de comprendre la nouvelle situation politique dans laquelle il est depuis la dissolution ratée. C'est-à-dire qu'il ne peut plus procéder à des nominations de proches comme on le faisait à l'ancienne, et surtout comme on pouvait le faire quand on avait une majorité pléthorique à l'Assemblée nationale. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il est quand même très contraint dans ses choix, vu que c'est le Rassemblement national qui a épargné Richard Ferrand et qui a évité une humiliation à Emmanuel Macron en s'abstenant. Oui. David. On parlait de victoire à la Pyrrhus, là c'est une victoire à la Ferrand, effectivement, avec une voix d'avance, avec l'abstention du Rassemblement national. Il y avait déjà le soupçon de proximité avec le chef de l'État, c'est un classique, François Mitterrand, François Hollande, Jacques Chirac avaient tous nommé des proches, mais là effectivement il y a un nouveau contexte. Et puis, qu'est-ce qui a été dealé avec le Rassemblement national? Parce que pour vous, il y a un deal. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une fameuse QPC qui va être examinée. Il y a le procès de Marine Le Pen qui arrive. Je pense que, comme le disait Jean-Baptiste, il y a quand même une donne qui a absolument changé par rapport au président précédent et que ce soupçon risque de se distiller comme un lampoison à l'encontre du nouveau président du Conseil constitutionnel. Le mot de la fin, Hubert Védrine, votre regard sur cette nomination à l'arraché, non? Ça n'affaiblit pas le Conseil constitutionnel? On verra. Qui va avoir des décisions fondamentales à prendre? On verra. No comment. Joker. Non, il faut distinguer dans l'activité du Conseil le fait de vérifier la conformité à la Constitution et la tentation d'aller au-delà, dans une sorte de rôle de gouvernement des juges. On verra. En tout cas, merci pour ce décryptage de fin de semaine. Et je vous souhaite de belles vacances. Si vous avez, comme nous, à la chaîne parlementaire, la chance d'en prendre. Rendez-vous donc début mars pour Ça vous regarde. Très belle soirée sur LCP. Et très bon week-end. Merci à vous.